Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une question fondamentale. Comment un muscle grossit-il concrètement? On va plonger ensemble au cœur de la machine, dans nos cellules, pour décortiquer la mécanique fascinante derrière la prise de masse. C'est parti. La question, elle a l'air simple comme ça, mais la réponse est un balai biochimique d'une complexité incroyable. Alors que se passe-t-il vraiment au plus profond de nos fibres musculaires pour qu'elles se décident à devenir plus grosses, plus fortes? C'est ce voyage au cœur du muscle que l'on commence maintenant. Bon, pour que tout ça commence, il faut une étincelle, un signal de départ. Pour le muscle, ce signal, ce déclencheur, c'est le stress. Mais attention, pas n'importe lequel. On parle ici d'un stress bien précis, le stress mécanique. Pensez à un exercice de résistance, comme soulever un poids. La force qui est générée sur le muscle, elle va créer de tout petits dommages, des micro-traumatismes au niveau des fibres musculaires. C'est vraiment la toute première étape, elle est absolument indispensable. Et là, il y a un point crucial à comprendre. Ces micro-lésions, ce ne sont pas des blessures comme on pourrait l'imaginer. Non, bien au contraire. C'est le signal d'alarme qui dit au corps « Hey, il faut réparer et surtout devenir plus fort pour la prochaine fois ». C'est le tout début d'un formidable processus d'adaptation. Ok, l'alarme a sonné. Maintenant, il faut que le message soit transmis. C'est là que des acteurs très spéciaux entrent en scène, les messagers cellulaires. Leur job, traduire ce stress purement physique en un langage que les cellules peuvent comprendre. Ces fameux messagers, en fait, ce sont ce qu'on appelle des voies de signalisation. Imaginez un immense réseau de communication à l'intérieur de la cellule. Le stress mécanique appuie sur l'interrupteur et ce réseau s'active pour donner un ordre très clair, lancement du programme croissance. Et dans ce réseau, il y a un grand chef d'orchestre, c'est la voie mTOR. C'est le régulateur principal. Son rôle est double et il est génial. D'un côté, il appuie à fond sur l'accélérateur de la construction de protéines et de l'autre, il pile sur le frein de leur dégradation. En gros, c'est l'interrupteur on de l'usine à protéines du muscle. Ce qui est fascinant avec mTOR, c'est sa sensibilité à son environnement. Donnez-lui de l'insuline, de l'IGF-1 ou un acide aminé comme la leucine et il s'active. A l'inverse, un manque de nutriments, trop de stress oxydatif et il se met en veille. On voit tout de suite le lien direct et hyper concret entre la nutrition, la récupération et la croissance. Justement, parlons de l'IGF-1, l'autre acteur majeur. Cette hormone, elle est un peu la meilleure amie de mTOR. Elle l'aide à stimuler la synthèse des protéines. Mais elle a une mission bien à elle, qui est capitale. C'est elle qui est chargée de réveiller et de mobiliser l'équipe de réparation du muscle. Et sa production, c'est une mécanique bien huilée. Tout part de l'hormone de croissance, la GH, qui sert de précurseur. Une fois que l'IGF-1 a fait son travail de stimulation, son niveau élevé dans le sang envoie un signal pour calmer la production de GH. C'est un système d'autorégulation super efficace. Alors, résumons. Le signal est donné. Les messagers sont activés. Il est temps de faire appel à la cavalerie, aux renforts qui vont s'occuper du chantier de réparation et de construction. Ces fameux renforts, ce sont les cellules satellites. Il faut vraiment les imaginer comme les cellules souches du muscle. Elles sont là, en dormance, juste à côté des fibres, et elles attendent patiemment le signal pour passer à l'action. Et leur mode d'intervention est juste incroyable, en 4 étapes. 1. L'activation, déclenchée par les microtraumatismes. 2. La migration. Elles se déplacent vers la zone endommagée. 3. La fusion. Là, elles vont littéralement fusionner avec la fibre musculaire. Et 4. L'étape cruciale, la donation. Elles lui font don de leur propre noyau. Mais pourquoi ce don de noyau est si important? C'est simple. Chaque noyau, c'est comme une petite usine, avec tous les plans pour fabriquer des protéines. Donc, en ajoutant des noyaux, la cellule satellite augmente la capacité de production de toute la fibre. C'est comme si on ajoutait de nouvelles chaînes de montage dans l'usine. On a maintenant le signal, les messagers qui tournent à plein régime et des renforts qui ont amélioré l'usine de production. Toutes les conditions sont réunies pour la phase finale, la construction pure et dure. C'est là que tout se joue. L'objectif ultime est atteint, la synthèse de nouvelles protéines contractiles. On parle principalement de l'actine et de la myosine. Ce sont ces briques élémentaires qui, en s'accumulant, vont physiquement faire grossir la fibre. Le résultat final est donc bien concret, à l'échelle de la fibre. Les nouvelles protéines s'intègrent à la structure, la densité, le nombre de filaments qui permettent la contraction. Tout ça augmente. Et au bout du compte, le volume total de la fibre musculaire s'accroît. Le muscle est devenu plus gros, plus dense, plus fort. Bon, on a vu toutes les pièces du puzzle. Maintenant, mettons-les ensemble pour avoir une vie d'ensemble, pour visualiser le cycle complet de la croissance musculaire. Si on devait tout résumer en une équation super simple, ce serait celle-ci. Un stress mécanique initial qui active des messagers cellulaires qui eux-mêmes appellent des renforts. L'addition de ces 3 étapes, ça donne la croissance musculaire. Simple, non? Et cette chronologie, elle est super éclairante sur le timing. Le stress, c'est immédiat, pendant l'entraînement.
L'activation des messagers, ça se joue dans les heures qui suivent. L'intervention des cellules satellites, ça prend entre 24 et 48 heures. Et enfin, la croissance visible, le résultat net, c'est un processus qui s'étale sur des jours et des semaines. La patience est donc vraiment la clé. Voilà, on a décortiqué ensemble le comment. On a vu toute la mécanique interne, ce balai incroyable qui permet à un muscle de grossir. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question d'ouverture. Maintenant qu'on connaît le mécanisme de base, comment faire pour l'optimiser? Quel est le rôle précis de la nutrition, du repos, pour s'assurer que chaque étape de ce cycle fonctionne à plein régime? C'est une excellente piste de réflexion pour aller plus loin.